Patrick Blin, bonjour. Vous êtes président de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles et surtout sur le mondial, président du comité des constructeurs français d'automobiles. Un mondial qui se présente plutôt sous de bons augures en ce qui concerne vos adhérents. Effectivement, déjà le salon en lui-même, le mondial en lui-même est de haute qualité. Je pense que vous l'avez déjà vu et on a quelques 110 000 visiteurs qui l'ont déjà vu avant-hier, samedi. Donc ça se présente très très bien. Et pour les adhérents, les Français, il y a des nouveautés qui sont sympathiques et ça va certainement conforter le progrès de leur part de marché. Ils ont déjà pris 2,5 points à eux deux par rapport à l'an dernier, 56% par rapport à 54%. Et je pense que ça va continuer, ou en tout cas conforter ce progrès. On a vu effectivement des performances en septembre assez étonnantes pour la plupart de nos constructeurs français, à la fois des parts de marché françaises, à la fois des parts de marché européennes et des performances assez époustouflantes sur le marché chinois aussi. Alors effectivement, là en Chine, c'est l'un des deux seulement, puisque Renault est en train de s'installer, mais PSA, la stratégie de PSA de pousser les feux en Chine a l'air de fonctionner, et avec une stratégie ambitieuse qu'ils ont inaugurée en fait en Chine, avant de le faire en France, de lancer DS comme une marque autonome et très haut de gamme. Donc bravo à PSA. Oui, d'autant plus qu'a priori, ça se passe pas mal, puisque depuis que la marque existe en tant que telle, c'est-à-dire en 2010, je crois qu'ils en sont à un demi-million de véhicules vendus, me semble-t-il. Absolument, et même un peu plus, je pense, d'ici la fin de l'année. On a également Peugeot, pour lequel ça marche vraiment bien, et sur la totalité des segments, ils n'ont jamais eu une gamme aussi jeune. Je crois qu'ils sont à un petit peu moins de 3 ans d'âge. Ceci doit expliquer cela, et puis le fait qu'ils soient positionnés sur l'ensemble des segments. Alors, il y a une corrélation qu'on constate entre l'âge moyen des gammes d'un constructeur et son succès. Ça, c'est quasiment automatique, sauf si par malchance un modèle sorti récemment ne fonctionne pas. Mais comme ce n'est pas le cas, effectivement, ça fonctionne très bien. Il y a quelque chose qui doit vous réjouir en tant que défenseur des intérêts des constructeurs français, c'est le fait que le marché semble redémarrer, on ressort du marasme. Carlos Ghosn, lui, paraît très enthousiaste puisqu'il dit que d'ici 2016, il va rapatrier 40% de production de véhicules de sa marque, de ses marques, en Europe. C'est quand même tout à fait à contre-courant. Effectivement, on espère qu'il a raison. Alors, il y a deux choses. Il y a les marchés et il y a la production. Donc, sur les marchés, on est quand même modérément optimiste, que ce soit en France ou en Europe, mais surtout en France, où on est quand même encore à 15% en dessous des modèles de pré-crise en termes de marché. Cette année, on s'attend à plus 2%. Donc, on ne s'attend pas à des miracles dans les années prochaines. Donc, vous voyez qu'il va falloir encore plusieurs années pour revenir au volume d'avant-crise. Donc, ça, c'est les marchés. Et le raisonnement est à peu près le même sur les marchés européens, puisque dans les deux cas, ce sont des marchés saturés. Par contre, sur la production, vous avez tout à fait raison, et ça, c'est directement lié aux accords de compétitivité qu'ont signés Renault d'abord, mais ensuite PSA d'ailleurs, et qui ont permis à Carlos Ghosn de convaincre, chiffres en main, de chiffres de coûts en main, de convaincre Nissan de rapatrier ou d'installer de la production dans les usines en France. À noter d'ailleurs que c'est déjà le cas pour Mercedes, puisque vous savez que Maubeuge monte les Citan de Mercedes déjà depuis plusieurs mois. Donc effectivement, en termes de production et de compétitivité, et puis on peut extrapoler un petit peu de la nation française, il y a de quoi, il ne faut pas être défaitiste, il n'y a pas de fatalité, et je dirais la preuve effectivement pour Renault dans l'automobile, et PSA d'ailleurs s'est engagé aussi à maintenir et à développer sa production, a priori de façon moins spectaculaire, parce qu'il n'y a pas un partenaire comme Nissan à portée de main, mais il y a de la production avec d'autres partenaires qui seront annoncés en temps utile. D'accord. Avec votre double casquette internationale avec l'OICA et casquette française avec le CCFA, vous êtes à même de défendre les intérêts des constructeurs face au pouvoir public quand il y a des problèmes, la recherche du CO2, les quotas de CO2, des choses comme ça. Et puis on a récemment le gouvernement qui vient de donner un grand coup de pied dans la fourmilière en ce qui concerne le diesel. Alors, effectivement. Alors, au niveau international, d'abord, donc l'OICA, c'est un organisme qui a été fondé en France il y a 95 ans.
1919 exactement, dont le but premier est l'harmonisation des régulations, des réglementations automobiles dans le monde de façon à faciliter le commerce. C'était déjà écrit comme ça il y a 95 ans. C'est quand même extraordinaire, quoi. Et le sujet est toujours d'actualité et c'est un très grand combat permanent qui est en fait négocié au niveau des Nations Unies et qui devrait franchir un pas assez important, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'ici 2-3 ans, de façon à ce qu'on puisse dire qu'il y a en gros un système de règlements qui seront essentiellement d'origine européenne, mais valables mondialement, sauf États-Unis et Canada pour des raisons strictement techniques. Donc ça, c'est au niveau international. Par contre, au niveau français, des affaires comme l'exemple que vous citez, le gazole, bon là c'est un peu pays par pays, puisqu'il y a des pays où il n'y en a pas, des pays où il n'y en a pas et où il n'y en aura pas, des pays où il n'y en a pas et où ça monte comme ça, comme en Corée par exemple, comme en Inde, qui s'intéresse beaucoup au diesel parce que c'est un facteur, c'est un effet positif sur le CO2. Bon, et puis alors en France, c'est quand même assez intéressant, le combat, il est inverse, enfin pas le nôtre, mais le combat de certains est inverse et il faut à tout prix réduire le diesel. Bon, et donc c'est assez curieux, quoi. Un petit mot peut-être sur le diesel, 2 chiffres. Effectivement, avec 73% de diesel sur le parc, dans le marché, pardon, en 2012, on est à un niveau très élevé en Europe. Il faut savoir que du fait du renchérissement des coûts de dépollution respectifs, qui sont plus élevés sur le diesel que sur l'essence, ce pourcentage est en train de descendre tout seul. Et sur le 3e trimestre 2014, nous en sommes déjà à 62%. Donc ça a perdu plus de 10 points en un an et demi. Donc ça conforte le message que je m'évertue de transmettre au gouvernement depuis 2012. C'est en 2012, on leur disait, vous allez voir, compte tenu de ces effets un peu mécaniques en quelque sorte, on va aller vers 50-50 avant la fin de la décennie. Et bien, un an et demi après, on a déjà fait la moitié du chemin. 72, 62... Voilà, il ne reste plus que 12 points en 5 ans. Donc pourquoi augmenter la fiscalité du gazole? Voilà. Bien sûr. Alors peut-être qu'une des explications de ce commencement de désaffection en matière de diesel, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir une petite citadine diesel, ça coûte 2 500 € de dispositif de dépollution sur une voiture que les constructeurs se battent pour vendre 7 000, 8 000 €. C'est insupportable. Donc on a vu revenir des 3 cylindres, des petits 3 cylindres 900 cm3 essence. C'est exactement ça la raison. C'est-à-dire qu'à chaque changement de normes, donc plus élaboré, de durcissement des normes, le diesel doit faire de plus grands progrès. Car il est vrai qu'il y a 10 ans, 20 ans, il était décalé en termes d'émissions par rapport à l'essence. Donc il est tout à fait normal que les normes se durcissent, au point d'ailleurs qu'en Euro 6, le diesel et l'essence sont à peu près au même niveau d'émissions, que ce soit particules, monoxyde d'azote, NOx, etc. Donc effectivement, le renchérissement, l'écart de coût, de prix de revient augmente à chaque fois. Sur Euro 6, on reprend encore 1 500 €. Donc, sur les petites voitures, on aurait eu effectivement 2 500 € de surcoût pour le client. Je dis on aurait eu, parce que évidemment, 2 500 € pour une petite voiture qui roule en ville, ça n'a pas tellement de sens. Il vaut mieux un petit moteur essence, surtout s'il fait des progrès, ce qui est le cas, 3 cylindres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les nouvelles voitures qui sont lancées, comme la Twingo, la 108, et avant ça, même la Up, qui était sortie un petit peu plus tôt, eh bien, tout simplement, ne proposent même pas de diesel. Mais c'est pour ça qu'on ne prenait pas beaucoup de risques à prévoir et à annoncer qu'on allait vers un 50-50. Bien sûr. Donc, à la lumière de tout ça, concernant les constructeurs dont vous défendez les intérêts, vous voyez l'avenir comment? À propos du gazole, vous voulez dire, ou en général? À propos du gazole, à propos des ruptures technologiques, parce qu'on voit qu'ils s'intéressent très très fort aux 2 litres au 100, aux véhicules 2 litres au 100.
Alors, et d'ailleurs, c'est effectivement, on peut faire la liaison entre gazole et 2 litres au 100. La conséquence de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que le gazole n'avait plus tellement de sens économique sur les petites cylindrées et demain probablement même sur les moyennes cylindrées ou milieu de gamme, eh bien, le fait est que du coup, quand Renault et PSA et d'ailleurs tous les fournisseurs travaillent ensemble sur un projet commun, avec des solutions différentes. Mais le projet de l'ITROSA est un projet commun, lancé, vous le savez, par Jean-Marc Ayrault lorsqu'il était Premier ministre, qui est une belle décision politique ou proposition politique, un défi politique. Eh bien, Renault et PSA l'ont relevé de façon différente, l'un et l'autre. Par contre, ils ont une chose en commun, ces deux programmes, c'est qu'il n'y a plus de diesel. Et ce sont effectivement, vous avez vu sur le stand, des moteurs essence qui sont optimisés à fond dans tous les sens, et puis avec plus ou moins d'hybridation selon. Donc c'est là que les choix des deux entreprises sont diverses plutôt, et c'est tant mieux, puisqu'ainsi on voit un petit peu la palette des choix possibles. Donc l'avenir, c'est très clair, c'est CO2, toujours moins, toujours moins, toujours moins, et travailler à fond là-dessus. La différence étant aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait jusqu'à il y a 2 ans, c'est que la France, l'industrie française automobile s'organise. Et le plus bel exemple, c'est celui-ci, un programme qui rassemble les deux constructeurs, l'ensemble des fournisseurs et qui travaille sur toutes les composantes, que ce soit l'allègement, les frottements moteurs, l'aérodynamique et puis l'hybridation. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous.